Un Airbus A350 est en approche finale pour la piste 25 à l'aéroport d'Orly. Le copilote, pilote en vol, vient de déconnecter le pilote automatique pour une approche manuelle quand soudain, une alerte retentit dans le cockpit. Demi-tour. Cisaillement de vent imminent. Le commandant de bord appelle immédiatement à faire demi-tour et initialement, le copilote répond à cela, mais très vite, il devient clair que quelque chose ne va pas, car les choses commencent à mal tourner dans ce cockpit. Restez à l'écoute. Le vol 711 de French Bee était un vol prévu pour aller de San Francisco aux États-Unis vers Paris-Orly en France. Le vol a eu lieu le 4 février 2020 et à bord du vol se trouvaient 206 passagers, 10 personnels navigants commerciaux et 3 pilotes. Maintenant, la raison pour laquelle il y avait 3 membres d'équipage de vol était que le vol était prévu pour durer plus de 11 heures. Et dans ce cas, vous avez besoin d'un pilote supplémentaire afin que tous les pilotes pendant le vol puissent prendre une période de repos d'environ 3 heures chacun. Le pilote qui allait voler serait le copilote pour cette étape et il a signalé qu'il se sentait bien. Il avait bien dormi avant le vol et pendant le vol, il a choisi le créneau du milieu pour son repos en vol, ce qui signifie qu'il a effectivement pu dormir pendant 1h30 complète pendant ce vol de 11 heures. Le copilote était un homme de 45 ans. Il avait 8600 heures de vol au total sur le Airbus A330 et l'Airbus A350. Avec lui, sur ce vol, en tant que pilote surveillant, se trouvait le commandant de bord. C'est un homme de 41 ans avec 8600 heures de vol au total et 2000 heures sur l'Airbus A350. Et chose intéressante, le commandant de bord avait en fait effectué une session de simulateur plus tôt où il avait volé avec ce copilote et ils avaient pratiqué l'incapacité, en particulier pendant le décollage, mais c'est juste un genre de détail intéressant à retenir. La pilote suppléant était une femme de 50 ans et elle était assise sur le strapontin quand tout cela s'est produit, mais ses actions pendant l'incident vont toujours être importantes. L'aéroport de destination vers lequel l'équipage se dirigeait, Paris-Orly, dispose de 3 pistes actives. Mais les 2 qui vont être intéressantes pour cet incident particulier sont la piste 25 qui était utilisée pour un avion arrivant avec une approche aux instruments et la piste 24 qui était utilisée pour le trafic de départ. En raison de la façon dont les pistes étaient situées, cela signifiait que si un avion effectuait une approche pour la piste 25 et devait ensuite effectuer une approche interrompue, il pourrait potentiellement entrer en conflit avec le trafic de départ de la piste 24 et à cause de cela, la procédure d'approche interrompue a été mise en place pour atténuer cette menace. Donc, si vous deviez effectuer une procédure d'approche interrompue pour la piste 25, vous deviez aller tout droit jusqu'à 700 pieds sans tourner avant le point d'approche interrompu et à 700 pieds, vous devez initier un virage à gauche avec un maximum de 185 nœuds pour sortir sur un cap de 199 degrés à une altitude maximale de 2000 pieds. Maintenant, 2000 pieds est une altitude d'approche interrompue assez basse. Cela signifie que si vous effectuez un tour de piste plus haut que vos minimums, il y aura beaucoup de choses que vous devrez faire dans un laps de temps très court. Cela deviendra crucial ici. La première partie de ce vol était tout à fait normale et sans incident. Nous n'allons donc pas trop nous attarder là-dessus. Nous allons plutôt nous concentrer sur l'approche, là où l'action a eu lieu. Environ 30 minutes avant leur atterrissage estimé, le copilote a commencé à préparer et à informer sur l'approche. Et quand il a regardé la météo, le temps semblait bien. Il y avait une couche de nuages à 4500 pieds, il y avait quelques cumulus imposants dans la région et il y avait un vent assez modéré à parfois fort venant d'une direction nord-ouest, mais rien qui n'indiquerait une quelconque menace, du moins de la météo pour cette approche. Au lieu de cela, l'équipage a commencé leur descente, tout était normal. Ils ont finalement été transférés à la tour d'Orly. Et le copilote a commencé à piloter l'approche normale du système d'atterrissage aux instruments pour la piste 25. Ils ont traversé les nuages à environ 4500 pieds, ce qui signifie qu'ils auraient vu la piste devant eux, et comme tout était bien stabilisé, le copilote a décidé qu'il voulait piloter manuellement l'approche un peu pour s'entraîner, ce qui est bien, surtout pour les équipages long courriers qui ne pilotent peut-être pas autant manuellement. Il a déconnecté le pilote automatique à environ 426,7 mètres et seulement 4 secondes plus tard, une alerte de cisaillement de vent prédictif a retenti dans le cockpit. Contourner le cisaillement du vent devant, cela a pris l'équipage de vol par surprise car il n'y avait rien dans la météo qui indiquerait qu'une alerte de cisaillement de vent prédictif était à prévoir.
Le problème avec l'alerte de cisaillement de vent prédictif est que cette alerte provient du système radar météorologique et dans certains cas, le vent soufflant sur de grands bâtiments par exemple peut donner lieu à ce que nous appelons des alertes de cisaillement de vent prédictif fallacieuses. Et il y a en fait des notes à ce sujet dans les manuels. Et si le temps est assez bon, l'équipage a le droit de ne pas tenir compte de cela. D'accord, un avertissement de cisaillement de vent prédictif est très différent d'un avertissement de cisaillement de vent actif, qui est lorsque le système d'avertissement de proximité au sol indique à l'équipage qu'ils sont réellement dans un cisaillement de vent, mais dans ce cas, l'équipage a été surpris par l'avertissement et le commandant de bord a immédiatement demandé une remise des gaz. Le copilote a suivi l'ordre de remise des gaz du commandant de bord. Il a avancé le levier manette des gaz en mode take off, go around, donnant une poussée complète pour la remise des gaz. Il a commencé à monter en piqué, car rappelez-vous qu'il pilotait manuellement à ce moment-là, et il a également demandé à ce que les volets de remise des gaz soient réglés. Le commandant de bord a répondu à cela. Il a signalé au contrôle aérien qu'ils allaient faire un tour. Le contrôle aérien est revenu et a dit de faire le tour en suivant la procédure standard jusqu'à 2000 pieds. Maintenant, les choses commencent à se produire assez rapidement, car ils ont fait le tour à environ 1350 pieds. Souvenez-vous, le circuit de Go Around n'est qu'à 2000 pieds d'altitude. Il ne lui reste plus que 600 pieds à gravir. Le copilote a réduit la montée de Toga vers une poussée douce à la place. Une poussée douce pour un nouveau tour est un mode qui est utilisé lorsqu'il n'y a pas un besoin immédiat d'un taux de montée très élevé. Cela rend la manœuvre de remise en vol plus lente et plus douce pour tous les intervenants. Et il est conçu pour fournir une poussée qui donne environ 2000 pieds par minute de taux de montée. Le commandant de bord l'avait expressément demandé. Le copilote incline maintenant d'environ 8 degrés. Il monte en piqué, suivant initialement le mode directeur de vol, car les directeurs de vol indiquent toujours comment il est censé voler, même s'il vole manuellement, mais très rapidement, il commence à dériver légèrement vers la droite de la trajectoire indiquée, et parce que le directeur de vol sait qu'ils sont censés se stabiliser à 2000 pieds. Il commence très rapidement à indiquer qu'il doit à la fois commencer à piquer du nez pour atteindre 2000 pieds et aussi qu'il doit ramener les niveaux manettes des gaz du mode de remise des gaz douces vers ce qu'on appelle un mode CL qui engage essentiellement l'automanette des gaz et facilite une stabilisation. Mais cela ne se produit pas. Au lieu de cela, le tangage reste à environ 80 degrés nez en l'air et les directeurs de vol continuent à montrer qu'il doit immédiatement piquer du nez et qu'il doit également tourner légèrement à gauche pour suivre la trajectoire d'approche interrompue. Mais rien de tout cela ne se produit. En même temps, le commandant de bord rentre le train d'atterrissage. Il continue à rentrer les volets, mais il se rend compte que quelque chose ne va pas, car lorsque le directeur de vol passe en ce qu'on appelle le mode étoile d'altitude, qui est essentiellement son mode d'acquisition d'altitude, le commandant de bord l'annonce. Il annonce la vitesse et l'étoile de sortie, qui est la lecture de l'FMA à ce moment-là, mais il n'obtient aucune réponse du copilote. Au lieu de cela, l'avion continue de monter avec un taux de montée d'environ 1800 pieds par minute et le commandant de bord et le pilote suppléant se rendent compte qu'à ce rythme, ils vont dépasser l'altitude de 2000 pieds prévue pour l'approche interrompue et ils le signalent au copilote. Mais il ne répond à rien de tout cela, il continue simplement à monter avec le même angle d'attaque et sans faire aucun ajustement à sa trajectoire. Ce qui arrive probablement au copilote en ce moment est ce que nous appelons une incapacitation partielle. Et nous en parlerons beaucoup plus tard dans cet épisode. Mais c'est probablement causé par l'apparition soudaine d'une très grande charge de travail qui est sortie de nulle part et à laquelle il ne s'attendait pas. Et cela le fait se figer et ne pas entendre quoi que ce soit et ne pas réagir aux stimuli normaux. À l'heure 17:00:05, l'avion dépasse les 2000 pieds. Et continue de monter. Alors qu'il dépasse les 2200 pieds, l'alerte d'altitude se déclenche et elle sonne en continu dans le cockpit. Environ 24 secondes plus tard, l'avion atteint 2750 pieds. Et ici, les premières commandes sur le manche à balai du copilote sont notées. Il commence à stabiliser l'avion et en même temps qu'il fait cela, le commandant de bord tire sur le bouton d'altitude sur le panneau de contrôle du mode. Maintenant, lorsqu'il fait cela, il envoie un signal à l'avion qu'il doit s'engager en mode descente pour redescendre aux 2000 pieds qui ont été réglés sur le panneau de contrôle du mode et il indique également la même chose à l'automanette des gaz qui est maintenant en mode CL. Cela signifie donc que la poussée revient maintenant vers le ralenti.
Les directeurs de vol indiquent un virage à gauche en descente, mais comme le copilote pilote toujours manuellement, rien de tout cela ne se produit. L'avion continue tout droit. Maintenant, l'avion passe au-dessus du seuil de la piste 2.5 et le contrôle de la circulation aérienne les appelle et leur dit de tourner à gauche en direction de 180 degrés. Le commandant de bord répond à cela, disant qu'ils ont grimpé jusqu'à 3000 pieds, mais qu'ils redescendent maintenant à 2000 pieds et qu'ils à gauche vers le 180. Le contrôle aérien confirme qu'ils ont du trafic au départ à environ 4 miles devant eux, à l'heure 1 heure. Il y a maintenant du trafic qui arrive et entre dans leur trajectoire de vol direct. Le commandant de bord réagit et entre 180 degrés sur le panneau de contrôle du mode. Les directeurs de vol commencent maintenant à indiquer ce virage à gauche vers 180 degrés, au lieu de suivre la procédure initiale d'approche interrompue. Mais une fois de plus, le copilote ne fait rien, il est assis là et il vole maintenant droit vers ce trafic opposé. C'est là que le commandant de bord décide de prendre les commandes. C'est environ 52 secondes après que l'avion a dépassé l'altitude d'approche interrompue. Le commandant de bord dit « Mes commandes » et il entre le numéro 1 de l'autopilote. En faisant cela, l'avion commence à tourner pour suivre les directeurs de vol. Mais pendant que le commandant de bord fait cela, le copilote, sans rien dire à personne, tend la main et sort l'aérofrein. Ce que cela fait, c'est que la VLS, la vitesse la plus basse sélectionnable, qui est une vitesse minimale sur l'Airbus, monte jusqu'à 188 nœuds. Et l'avion est actuellement à 175 nœuds, ce qui donne une alerte de vitesse dans le cockpit. Cela prend le commandant de bord complètement par surprise. Et il fait ce que tout pilote ferait. Lorsqu'il entend ce genre d'avertissement, il augmente la poussée à toga pour obtenir le maximum manette des gaz possible du moteur et il commence à pousser vers l'avant sur son manche. Lorsqu'il le fait qu'il augmente la poussée signifie que les aérofreins qui étaient déployés se rétractent automatiquement, mais comme le levier des aérofreins est toujours sorti et que les aérofreins ne sont pas sortis. Cela crée un conflit dans l'ordinateur. De plus, le système émet un avertissement de prudence principale qui alourdit la charge de travail du commandant de bord. En poussant le manche vers l'avant, il déconnecte le pilote automatique qu'il venait d'activer. Et il supprime le directeur de vol, donc il vole maintenant sans directeur de vol et dans une situation perçue de faible vitesse avec un avertissement de prudence principale devant lui. Vous pouvez donc imaginer que le stress du commandant de bord serait vraiment élevé en ce moment. Le contrôle aérien les rappelle, leur demandant de poursuivre le 180 degrés pour éviter le trafic, mais l'équipage ne répond pas. Le commandant de bord est probablement submergé par la charge de travail à ce stade. L'avion descend maintenant à un taux de descente assez élevé de 2200 pieds par minute. Et à l'heure 17:0126, il traverse à nouveau l'altitude de mauvaise approche de 2000 pieds. C'est aussi là qu'il se rapproche le plus du trafic de départ de la piste 2-4. Il se rapproche à un point 6-9 milles nautiques et environ 75 pieds verticalement. Et cela déclenche une STCA, une alerte de conflit à court terme, dans la tour de contrôle du trafic aérien. Mais dans le cockpit, il l'ignore. Ce n'est pas assez proche pour que le système d'alerte de trafic et d'évitement de collision émette un conseil de résolution. C'est juste dans la tour de contrôle qu'il réalise à quel point ces avions sont proches l'un de l'autre. Le commandant de bord n'arrive pas à atteindre l'altitude voulue. Mais à environ 150 pieds, on peut voir qu'il manipule son manche à balai pour essayer de stabiliser l'avion. Rappelez-vous qu'il n'a toujours pas de directeur de vol, donc il ne vole pas très précisément à ce stade. Et tout au long de cette manœuvre, le pilote suppléant qui est assis sur le siège de saut a demandé à l'équipage de vol de bien vouloir engager le pilote automatique pour essayer de réduire la charge de travail et obtenir plus d'aide des automates. Il semble qu'à ce stade, le copilote se réveille un peu de sa paralysie car il a clairement entendu que le pilote suppléant demandait que le pilote automatique soit engagé, mais comme il n'est toujours pas vraiment pleinement dans la situation. Il se contente d'activer le pilote automatique numéro 2 sans dire au commandant de bord qu'il le fait. Le commandant de bord regarde son FMA et ne comprend pas pourquoi tout à coup un pilote automatique est engagé et les modes sur le FMA indiquent qu'il est en vitesse verticale. Moins 650 pieds par minute et aussi que le choix de cap a été engagé, mais pas à 180 degrés qu'il avait sélectionné plus tôt, mais au cap qu'ils avaient lorsque le pilote automatique a été engagé à 228 degrés. Le commandant de bord réactive simplement le pilote automatique 1 et puis déclare très clairement dans le cockpit « Tout le monde se tait ».
Je suis le seul à donner des ordres. En surface, cela peut sembler très dur. Mais si vous y pensez, jusqu'à présent, c'était le désordre total dans ce cockpit. Il y a eu des gens qui appuyaient sur des boutons qu'ils ne devraient pas, tirant des leviers. Et à plusieurs reprises, les mains des deux pilotes se sont croisées alors qu'ils appuyaient sur les boutons du panneau de contrôle de mode. Cela doit cesser. Et la manière dont le commandant de bord fait cela, en donnant un ordre clair, vise à rétablir l'ordre, à s'assurer que tout le monde sait qui vole, qui fait quoi, et à calmer un peu les choses. Et reprendre le contrôle de cet avion. Mais pendant qu'il fait cela, l'avion continue de descendre et atteint une altitude minimale de 1550 pieds avant que le commandant de bord ne déconnecte à nouveau le pilote automatique en effectuant des entrées. Sur son manche à balai, cette fois. Pour faire commencer à monter l'avion, en ajoutant de nouveau de la poussée, l'avion remonte et en tirant le bouton d'altitude pour remettre les directeurs de vol en mode montée. Il contacte alors le contrôle aérien pour les informer de la situation. Il tourne actuellement à gauche, 180 degrés suivant les instructions. Le contrôle de la circulation aérienne répond en disant « Merci. Pour l'information, le trafic est très proche. Je suggère que vous tourniez rapidement. » Le contrôle du trafic aérien lui répond et l'informe qu'il peut poursuivre son ascension. À 3000 pieds. Maintenant, il n'y a pas de réponse. Encore une fois, de la part du commandant de bord lorsqu'ils l'ont autorisé pour cela, ils l'appellent à nouveau pour lui rappeler qu'il est autorisé à 3000 pieds. Cette fois, il répond et pendant la montée, la vitesse augmente à 281 nœuds, ce qui est assez rapide et il a également une vitesse de montée assez élevée, mais cette fois, il se stabilise à temps. Il ramène la vitesse à 220 nœuds et il engage le pilote automatique. Toute cette séquence, depuis que l'avion a reçu l'avertissement de vent prévu jusqu'à ce que l'avion soit à nouveau stabilisé à 3000 pieds, n'a pris que 4 minutes. Je comprends, cela a dû paraître interminable. Pour l'équipage impliqué, une fois stabilisé à 3000 pieds, le copilote s'est remis en selle et a déclaré qu'il se sentait bien et qu'il pouvait reprendre son rôle de pilote surveillant pour prendre la radio et le commandant de bord a accepté. Ils ont ensuite effectué un atterrissage sans incident sur la piste 25 après une autre approche aux instruments. Mais comment se fait-il qu'une telle chose puisse se produire? En premier lieu, que s'est-il passé avec le copilote et que peut-on faire pour s'assurer que cela ne se reproduise pas? Lorsque le rapport de cet incident est parvenu à l'attention des enquêteurs sur les incidents aériens, ils ont rapidement réalisé que c'était un incident très grave. Vous avez eu plusieurs dépassements d'altitude, ce qui est défini comme le moment où un avion quitte son altitude autorisée de plus de 300 pieds. En plus de cela, une incapacité potentielle du pilote et une proximité aérienne avec un autre trafic, ainsi qu'une alerte de faible vitesse. Ils ont donc commencé à enquêter sur ce qui avait conduit à cela. Comment cela a-t-il pu aller aussi loin? Et ils l'ont divisé en le rôle du commandant de bord, le rôle du copilote, mais aussi le rôle de l'aéroport. Et quand il s'est agi du copilote, il a dit qu'il ne se sentait pas fatigué ou quoi que ce soit, mais qu'il a été extrêmement surpris lorsque l'alerte de vent cisaillant prédictive s'est produite et que lorsqu'il a commencé la manœuvre de remise des gaz, il est un peu entré dans quelque chose qui ressemblait à un ralenti. Il n'a pas entendu les appels ou les avertissements de l'avion ou de ses collègues, et tout était un peu comme dans un état de confusion jusqu'à ce que l'incident réel soit presque terminé. Il n'a aucun souvenir d'avoir tiré le levier de l'aérofrein ou pourquoi il a engagé le second pilote automatique sans en informer son collègue. Mais pourquoi le copilote réagirait-il ainsi à cause d'une remise des gaz? Je veux dire qu'il a été briefé environ 40 minutes plus tôt lors de son briefing d'approche. Et n'est-ce pas quelque chose que les pilotes devraient être prêts à prendre à tout moment? Eh bien, voici où certaines statistiques sur les remises des gaz sont en fait assez importantes. Donc, une remise des gaz se produit généralement entre 2 à 4 fois tous les 1000 vols. Et ce que cela signifie, c'est que pour un pilote moyen courrier comme moi, cela équivaut à environ une remise des gaz par an. Mais pour un pilote long courrier, cela signifie qu'il ou elle fera une remise des gaz peut-être une fois tous les 5 à 10 ans. Donc en réalité, c'est une chose extrêmement improbable qui se produira surtout lorsque le temps est censé être bon. Donc cela signifierait que le copilote dans ce cas aurait vu la piste droit devant lui, il a déconnecté, ce qui signifie d'ailleurs qu'il vole manuellement, ce qui n'est pas quelque chose que les équipages long courrier feraient souvent de toute façon. Et tout à coup, de nulle part, vous avez cette alerte de vent cisaillant prédictive qu'il aurait simplement sorti de son rythme et puis immédiatement le commandant de bord appelle à une remise des gaz.
Et dans le fond de sa tête, il se souvient juste que c'est une remise des gaz très compliquée avec une altitude de virage faible et avec des restrictions de vitesse. Et tout cela ensemble peut conduire à quelque chose que nous appelons une incapacité cognitive. Cela signifie que le débordement de charge de travail et l'apparition soudaine de d'accord, qu'est-ce qui se passe et j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de me souvenir de cela fait juste en gros que le cerveau se ferme temporairement. Et je vois cela assez souvent lorsque je forme de nouveaux pilotes dans le simulateur où la charge de travail devient trop élevée, où vous avez une apparition soudaine de stress qu'ils ne s'attendaient pas. Donc cela arrive de temps en temps. Donc cela relèverait de quelque chose appelé incapacitation subtile. Et une incapacitation subtile est vraiment difficile à diagnostiquer pour le pilote restant parce que ce que nous pratiquons dans le simulateur en général est ce que nous appelons une incapacitation totale. C'est quand l'autre pilote cesse de fonctionner complètement, soit à cause d'une crise cardiaque par exemple, ou simplement d'un évanouissement. Et bien sûr, quand cela se produit, il est très clair ce que vous devez faire. Vous devez apprendre le contrôle de l'avion. Vous devez contrôler tous les interrupteurs pour voir s'ils sont dans le bon ordre. Vous devez utiliser les automates. Vous devez appeler un Mayday à la tour de contrôle car vous êtes maintenant le seul pilote en fonction. Et vous devez appeler du personnel de cabine pour vous aider et essayer d'aider le pilote qui est incapacité. Donc tout cela est très très clair, mais dans ce cas, le copilote était toujours là. Il intervenait toujours sur les commandes, cela n'avait tout simplement aucun sens ce qu'il faisait et dans ce cas, il devient encore plus important que le pilote restant prenne le contrôle et l'annonce très clairement. Et aussi dans l'Airbus, utilise le bouton sur le manche à balai et le maintient enfoncé pendant 40 secondes car cela donnera la priorité à celui qui maintient le bouton enfoncé et cela désengagera également le manche à balai du côté opposé. Et c'est fait exactement pour ce genre de circonstances. Maintenant, quand il s'agissait du commandant de bord, il a également dit qu'il était très très surpris par l'avertissement de vent cisaillant prédictif et quand il a appelé la remise des gaz, il a également été surpris par le fait que le copilote ne suivait pas vraiment la procédure. Il intervenait toujours sur les commandes, mais il y avait définitivement quelque chose qui n'allait pas. Mais comme il s'agissait d'une incapacité subtile, il lui était difficile de la diagnostiquer. Donc il a mis plus de temps à prendre le contrôle des commandes. Il a dit en gros que cela ressemblait à un scénario de simulateur, mais dans la vraie vie où vous aviez une incapacité du pilote, des dépassements d'altitude, du trafic à proximité, une alerte de vitesse basse, tout se passait en même temps. L'équipe d'enquête a entendu cela et ils sont venus avec une recommandation que la formation à l'effet de surprise devrait être incluse dans la formation future des pilotes sur simulateur. Ils savent que la formation sur simulateur que les pilotes font en ce moment, même si elle est variée, la plupart des pilotes savent plus ou moins ce qui va se passer. Donc il serait très bénéfique d'introduire un facteur de surprise à un moment donné pendant le programme de formation afin que les pilotes sachent comment ils réagissent quand quelque chose comme ça arrive, et aussi obtenir des conseils sur comment faire mieux à l'avenir. Ils font également référence à ce qu'on appelle les règles d'or de l'Airbus, qui sont si vous vous trouvez dans une situation comme celle-ci, 1. Piloter l'avion, piloter et naviguer, communiquer. 2. Utiliser l'autopilote à un niveau approprié pour donner un peu de soutien. 3. Sachez toujours ce que votre FMA vous dit. Comprenez votre FMA. Et 3. Prenez des mesures si les choses ne se passent pas comme prévu. En plus de cela, l'équipe d'enquête s'est également rendue à Paris-Orly et a examiné la procédure de remise en vol en raison du très faible niveau d'altitude et de la complexité de devoir se stabiliser à une faible altitude alors que vous étiez probablement en virage à une vitesse inférieure à la normale. Ils ont recommandé d'examiner la faisabilité d'augmenter l'altitude de remise en vol de 2000 pieds à 3000 pieds pour rendre cette remise en vol un peu plus ergonomique pour les pilotes et c'est quelque chose avec lequel je suis entièrement d'accord. Une autre chose que l'équipe d'enquête a pensé être une bonne idée à mettre en œuvre est peut-être de faire un petit récapitulatif du briefing d'approche juste avant d'intercepter réellement le localisateur et la pente de descente. Pour parvenir à un accord, nous venons ici. Pour faire demi-tour, n'oubliez pas, tout droit sur 700 pieds, puis tournez à gauche. 185 nœuds, montez à 2000 pieds, ce qui est d'ailleurs un niveau très bas. Alors soyez prêts pour cela. Quelque chose de rapide et concis, comme cela, résumerait probablement pour les deux pilotes afin qu'ils en soient conscients et leur rappellerait également qu'une remise des gaz est une possibilité dans toute approche que vous faites, même si le temps semble vraiment bon.
Maintenant, pour répondre à la question que je sais sans aucun doute viendrait, ces pilotes ont-ils reçu des réprimandes? Ont-ils perdu leur emploi? Volent-ils encore? La réponse à cela est que je ne sais pas et je suppose qu'ils volent probablement encore après un peu de reformation potentiellement. La raison pour laquelle je ne sais pas est que cela n'est pas donné dans le rapport final. D'accord? La raison pour laquelle un rapport final d'incident, comme celui-ci, est émis, est pour que nous, les pilotes, puissions en tirer des leçons, que nous puissions voir ce que d'autres personnes ont fait. Et l'équipe d'enquête peut voir s'il y a un moyen d'arriver à la cause profonde de ce qui a causé cela et le corriger pour que le vol devienne encore plus sûr qu'il ne l'est déjà. C'est tout ce que l'équipe d'enquête veut faire et c'est aussi ce que je veux faire avec ces vidéos. Maintenant, si vous voulez voir une vidéo sur un 737 qui a fini par voler à travers un mur de briques, alors regardez la vidéo ici. J'aimerais aussi entendre vos commentaires, ce que vous auriez fait différemment si vous étiez à la place du commandant de bord. Mettez cela dans les commentaires ci-dessous. Souvenez-vous de l'acronyme CLASS et passez une journée absolument fantastique. Au revoir.